C'est ce qui se rapproche le plus d'une Lamborghini ou d'une Bugatti que j'ai jamais essayé dans le monde du vélo. Aérodynamisme poussé à l'extrême, style de design pur et performance pure. Tout cela est très bien, mais laissez-moi commencer la revue avec un avis avec lequel Max Pedersen ne sera probablement pas d'accord avec moi. Et en fait, je considère que l'ISOFLOW, en termes de vitesse, pour un utilisateur moyen comme moi, comme toi, n'apporte absolument rien. Mais avant tout, qu'est-ce que l'ISOFLOW ? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que cette ouverture en forme de losange qui se trouve entre le point médian du tube de selle et l'intersection avec le tube supérieur. C'est bien. En gros, ce que l'ingénieur de Trek a cherché ici, c'est à créer une zone qui élimine les turbulences, l'air sale provenant de l'avant du vélo. Et en plus canaliser tout le flux en l'accélérant à travers ce canal et en faisant en sorte que le vélo soit plus efficace sur le plan aérodynamique. Eh bien, tout cela, qui semble tout droit sorti de la Formule 1 malheureusement, on ne commence à en ressentir les bénéfices qu'à partir de 45 km/h. C'est ce qui est dit dans la propre vidéo promotionnelle de la marque Trek pour ce vélo. Je peux parfaitement comprendre que des professionnels comme Max Pedersen ou même Jonathan Milan, qui a remporté la dernière étape de la Tirreno Adriatico cette année même. Avec une vitesse moyenne de 47 km/h sur toute l'étape, il tire des profits de ce genre de choses. Mais hélas, pour nous, simples mortels, ces vitesses demeurent totalement inaccessibles. Cependant, il y a d'autres caractéristiques de l'ISOFLOW que des cyclistes moyens, comme toi ou moi, sommes capables de percevoir, comme par exemple l'absorption des vibrations. C'est quelque chose qui surprend dès qu'on monte sur la Madone, car on est censé parler d'un vélo strictement aérodynamique. Cependant, il a une flexibilité, une capacité à absorber les vibrations aussi bien dans le tube supérieur, le tube de selle que les haubans, qui surprend énormément. Et cela t'aide énormément à supporter de longues journées, de longues distances sur le vélo, sans accumuler de fatigue. En somme, j'ai conclu qu'il faut nommer la Madonna Génération 7. Appeler ce vélo un vélo aéro, c'est comme le sous-estimer, le cataloguer, le déprécier. Pour que vous compreniez, pour moi, un vélo aéro tel qu'on l'a conçu ces dernières années, c'est ce que vous voyez ici. Position de conduite très agressive, un vélo extrêmement réactif et extrêmement rigide. Tellement rigide que lorsqu'on arrive sur un terrain qui est, disons, un peu irrégulier, abîmé, eh bien ça finit par devenir inconfortable. Parce que tous ces petits chocs sont transmis des roues directement au cadre. Comme il n'y a pas de capacité d'absorption, les éléments passent directement dans le corps et deviennent de la fatigue qui s'accumule chez le cycliste. Cependant, sur la 7e génération de la Madone, les ingénieurs ont conservé toute cette réactivité et rigidité nécessaires. Par exemple, dans la partie inférieure du tube de selle, surtout au niveau du boîtier de pédalier, des haubans et de la douille de direction. Cependant, les capacités d'absorption de ce vélo, je vais dire quelque chose qui peut sembler fou, sont plus proches de celles d'un vélo de gravel que, bien sûr, d'un vélo aéro tel qu'on l'entend habituellement. La qualité et la légèreté du cadre permettent à la Madone d'exceller bien au-delà du plat. Il est clair que sur le plat, c'est un véritable missile, mais la surprise vient quand on cherche des pentes allant jusqu'à 12%. Là, elle peut rivaliser avec n'importe quel pur grimpeur. Au-delà, les vélos de grimpe ont l'avantage. Et bien, comme exemple de ce que je vous dis, l'année dernière, j'ai interviewé Juan P. Lopez, un coureur professionnel au profil de grimpeur. Et il m'a dit que dans 80% des cas, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition, il préférait choisir la Madone, sauf s'il allait en haute montagne. Pour tester sa capacité d'absorption des irrégularités, je l'ai emmené à un événement tenu récemment à Gérona, en simulant la Strade Bianche avec 100 km de parcours, dont environ la moitié sur des routes non asphaltées. Je l'ai emmené comme ça, avec des roues à profil de 50 étain à mémé, des 25 mm de large. Et j'en ai tiré plusieurs conclusions importantes. La première, c'est qu'au cube d'Oran, c'est que probablement avec un pneu de 30 à 32 mm de large, j'aurais été bien mieux. Je l'ai fait exprès parce que je voulais la tester dans une configuration, disons, purement route, 100%, mais bon. Il est très clair que dans les montées, la roue arrière perdait de la traction et dans les descentes, c'était bien. Certains tronçons du parcours étaient même dangereux, avec des pierres et autres obstacles. Mais je peux vous dire que le vélo, en tant que cadre, en tant qu'ensemble, eh bien la vérité, c'est qu'il a répondu super bien. Avec un pneu plus large, ça aurait été parfait. En fait, beaucoup de coureurs professionnels de Lidl Trek ont choisi la Madone pour la Strade Bianche. Et bon, ça nous donne déjà une idée de sa capacité à absorber les irrégularités. Je reviens à la Feld. Jamais de la vie je n'aurais pensé emmener ce vélo ailleurs que sur l'asphalte, parce que la première chose qui aurait sauté, ce sont mes plombages.
Un autre point distinctif de l'ISOFLOW concerne précisément le design. Et dans un monde où beaucoup de vélos se ressemblent, on dirait que plusieurs marques utilisent le même moule. Eh bien, le fait de couper le tube de selle en deux donne une touche complètement distinctive à la silhouette de ce vélo. Tu peux aimer ou pas, mais tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose qui change complètement la donne. Totalement unique comparé aux autres vélos disponibles sur le marché. Nous allons peser le vélo dans l'une de ces deux versions haut de gamme, dans ce cas avec le Shimano Dura Ace Di2 à 12 vitesses et avec les roues. Bontrager avec un profil de 51 mm, il a des chambres à air et il a aussi les deux porte-bidons, l'extension et la lumière à l'arrière de Bontrager et l'extension sur le cockpit. De même pour le compteur vélo que nous avons pesé sans capteur de puissance ni pédale. Voyons voir comment ça se présente. 7 kg 350 grammes. C'est un poids assez spectaculaire pour une vélo aéro. Le design de pointe s'allie à un travail aérodynamique impressionnant et nous donne des formes très distinctives. Nous avons un tube diagonal très prononcé, très épais, un boîtier de pédalier surdimensionné, un cockpit entièrement intégré et, il faut le mentionner, la tige de selle complètement inversée. La tige de selle existe en deux tailles, en fonction de la taille du cycliste, et aussi deux rainures qui nous permettent un réglage aussi précis au niveau biomécanique que ce que l'on pourrait avoir avec n'importe quelle autre tige de selle traditionnelle. Nous allons maintenant décrire comment elle se comporte, en montée sur le plat et en descente sur le plat. Je vous ai déjà dit que c'est une véritable fusée. Et en plus, l'association avec les roues de Bontrager AELUS SLR de 50 et 1 mm de profil. Elles aident à ce que, lorsque tu as atteint une certaine vitesse élevée, tu puisses la maintenir pratiquement avec le minimum de watts possible, en maintenant ses inerties. En montant en moyenne montagne, ce vélo, je vais le dire haut et fort, n'a rien à envier à un pur grimpeur. Il a une position parfaite pour grimper, il est extrêmement réactif. Cela veut dire que si tu te mets debout, le vélo démarre sans problème. Et par rapport à la FEL que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un vélo très aéro, et à partir de 6% de pente, elle commence à montrer ses faiblesses. Ce vélo jusqu'à 10 ou 12% tient très bien la comparaison avec un vélo 100% grimpeur. Et cela démontre à quel point cette plateforme que Trek a réussi à créer est polyvalente, surtout en descente. C'est très similaire à ce que je vous ai dit. En montant en moyenne montagne, c'est un vélo qui donne des sensations de vélo de grimpeur. Indecente. Parce qu'au final, elle n'a pas un empattement énorme, donc elle est très maniable dans les virages, elle est agile. C'est un vélo qui, même au-delà de 60 km/h, ne devient pas instable. Et en définitive, c'est un vélo qui, je pense, même avec un profil très bas, descendrait exactement comme un vélo d'escalade. Au début de la vidéo, je vous disais que ce vélo est ce qui se rapproche le plus d'une hypercar que j'ai jamais essayé. Cette comparaison ne faisait pas seulement référence au design, à la technologie, mais aussi à l'exclusivité. Le modèle SLR serait équipé du cadre le plus haut de gamme et le plus léger, avec des fibres de carbone ultra optimisées. Il commence à un prix de 8 200 € et le haut de gamme se situe actuellement à 15 700 €. Il est vrai qu'il existe une gamme inférieure, la SL à partir de 6 000 €. En somme, j'ai roulé plus de 1000 km avec ce vélo. Je peux clairement dire que c'est la chose la plus extraterrestre que j'ai jamais essayé dans le monde de la route. Extraterrestre à tous les niveaux, en termes de comportement. Parce que tu ne t'attends pas du tout à ce qu'un vélo censé être classé comme aéro ait un comportement aussi polyvalent. Et qu'il s'adapte aussi bien à des terrains sur lesquels il ne devrait normalement pas aller. Il y a aussi la question esthétique. Et c'est que tu entres au milieu d'un village avec le vélo et tu le vois. Que les gens ordinaires, même sans être passionnés de vélo ou cyclistes, puissent en profiter. Ils se retournent, ils se tordent le cou en voyant passer le vélo, parce que c'est quelque chose de complètement différent à tous les niveaux. Maintenant, à vous de laisser dans les commentaires, quelle note de 1 à 10 donnez-vous à ce vélo? Vous le savez déjà. Si la vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis cyclistes, cliquez sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous m'aidez à faire grandir le projet. Voilà, soyez heureux. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.